Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'émission Le Grand Déballage. Le Grand Déballage qui reçoit aujourd'hui le contrôleur général d'État, le professeur Luc Marussibriga. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info. Avec vous, nous allons parler du rapport d'activité 2014 de l'Autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption. On parlera également d'autres points importants, notamment aujourd'hui les investigations qui sont menées sur l'audit de la transition, les déclarations des biens. La première question pour entamer cette émission, 822 millions de francs CFA de malversations diagnostiquées dans le rapport 2014. Est-ce à dire qu'il faut s'inquiéter pour l'avenir de la nation? Disons que si nous faisons un rapport par rapport à ce que le rapport 2013 avait donné, on devrait peut-être se réjouir parce qu'il y a eu une tendance à la baisse. Mais 800 millions, c'est trop pour un pays pauvre comme le Burkina. Quand on regarde ce que l'on aurait pu faire avec cet argent, on considère que véritablement, il y a toujours un problème. Il y a un problème de respect du bien public. Il y a un problème de respect de l'intérêt général. Parce que quand on regarde ces 800 et quelques millions, la tendance la plus grande, c'est l'appropriation à des fins personnelles du bien public. Parce que, véritablement, les gens considèrent qu'ils peuvent puiser dans la cagnotte publique sans vergogne. Et c'est ça qui doit inquiéter dans la mesure où on a, à travers ces chiffres-là, l'expression d'un délitement, d'un effritement de la solidarité et de la communauté de vie. On est comme dans une jungle où chacun tire son épingle du jeu, c'est à qui s'approprier le plus le bien public, surtout que cela se passe ou se passait dans un climat d'impunité. Alors, les détournements qui ont été enregistrés, on parle notamment de manquant de caisse, on parle également d'autres éléments importants. On est passé de 2% en 2013 à plus de 92%. C'est extraordinaire. Oui, mais je pense que là aussi, il faut relativiser parce que quand nous donnons les chiffres, nous les donnons par rapport à aux contrôles qui ont été effectués. Il ne faut pas lire cela comme de façon systématique, comme si nous avons contrôlé tout le Burkina Faso Oui, mais et que voilà. c'est passé de 2% À à 92%. 92%. Parce que l'année dernière, le rapport, quand il a mis en évidence un certain nombre d'éléments, il a montré qu'il y avait beaucoup d'argent, plus d'argent que cette année qui a disparu, mais ce qui était le plus patent, c'est l'absence de pièces justificatives. Alors, souvent, quand on arrive dans le bureau d'un responsable, il n'y a pas de pièce justificative. Est-ce que véritablement c'est un détournement? L'argent a dû être utilisé à Non, mais d'autres fins. c'est un procédé qui a été trouvé pour en fait maquiller le détournement en laissant planer un doute sur l'utilisation de l'argent. Quand vous n'avez pas les pièces justificatives, cela apparaît comme si l'opération a été faite, mais bon, c'est une négligence pour ne pas avoir pris les pièces Alors, justificatives. le changement de destination de l'argent, souvent, est-ce que ça équivaut à un détournement? Mais bien sûr, puisqu'il y a des lignes budgétaires qui sont fixées à l'avance selon les besoins qui ont été exprimés. Et quand vous voulez changer de ligne budgétaire d'affectation de l'argent, il y a une procédure à suivre pour demander l'autorisation et le faire. Si vous ne le faites pas, mais en ce moment, il s'agit d'un détournement. Mais cela ne veut pas dire que vous avez utilisé l'argent selon votre intérêt. C'est comme quand vous posez un acte sans le visa du contrôleur financier, mais on considère que cet argent que vous avez dépensé indûment, vous avez détourné de l'argent public puisque vous n'avez pas eu l'autorisation préalable du contrôleur financier pour le dépenser. Alors parlons du rapport 2013, c'est un cas spécifique dans l'histoire du Burkina Faso. Pourquoi est-ce qu'en 2013, il y avait autant de facilité dans le détournement de l'argent public? Mais je pense qu'il faut voir le contexte. Le contexte de 2013-2004, début 2014, c'est un contexte de crise avec la volonté de la révision de l'article 37. Et donc, nous avons atteint les niveaux, le summum de l'impunité et les uns et les autres allaient comme ils le voulaient, puisqu'on avait des situations de monopole, on avait des situations d'impunité et pour permettre à un certain nombre de personnes, pour permettre aux uns aux autres de
compte tenu de leur situation, de pouvoir adhérer au changement de la Constitution. Alors, paradoxalement, parlant de cette affaire, on se rappelle du Premier ministre Luc Adolphe-Thiaw qui était dans les locaux de l'Autorité supérieure de contrôle d'État. Justement, dans cette fourchette-là, il avait dit « Donnez-moi la liste de toutes les personnes qui étaient incriminées dans le rapport afin qu'on puisse entamer les procédures judiciaires. » Jusqu'à aujourd'hui, la liste n'a jamais été publiée. Non, mais disons que la liste n'était pas publiée. Je pense mais elle aurait dû être publiée tout de même. Oui, non. La liste ne doit pas être publiée. La liste doit conduire à ce que l'administration, la hiérarchie, prenne les mesures administratives. Parce que pour que quelqu'un soit totalement convaincu, à moins que ce soit un manquant de caisse et que la personne ait signé pour reconnaître qu'elle a véritablement fauté, il faut attendre que le juge rende la décision. Dans la période, la personne bénéficie de la présomption d'innocence. Tout ce que l'autorité peut faire, c'est prendre des mesures administratives, c'est-à-dire elle peut relever la personne de ses fonctions, en attendant que la justice tranche. Une fois que la justice a tranché, si la personne a raison, l'administration le rétablit dans ses droits, mais si la personne a tort, maintenant, on va avec la sanction. Est-ce que votre démarche là même, on ne peut pas la remettre en cause parce que vous envoyez des notifications, il faut corriger. Si la personne vous écrit après, ça devient une affaire d'échange de documents à n'en pas finir, alors que la population attend de vous des actions concrètes. Mais il faut que l'on comprenne quelque chose. Le principe de la présomption d'innocence est un principe sacro-saint. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'on ait apporté la preuve de sa culpabilité. Et donc, quand nous faisons notre rapport provisoire, nous l'envoyons aux personnes qui sont concernées, en leur demandant de faire leurs observations. Ils ont 1 mois pour le faire. Certains trouvent que le délai est trop long. Peut-être qu'il faut le raccourcir, mais nous donnons 1 mois. Au bout du mois, si nous n'avons pas reçu d'observation, le rapport devient définitif. Si nous avons reçu des observations, nous convoquons la personne et l'on discute sur s'il nous convainc sur les éléments qu'il a apportés. Ces éléments sont effacés du rapport. Sinon, nous confirmons notre décision. Le souci à votre niveau, c'est le fait que la personne puisse justifier effectivement que l'argent a été bien utilisé. C'est-à-dire que vous donnez une marge de manœuvre éventuellement à ceux-là qui peuvent être perçus comme les voleurs de la République. Non, ça veut dire que ce que nous disons, l'ASE, LC est chargée de vérifier la régularité et le respect de la régularité des textes. Nous travaillons beaucoup avec les textes. Et c'est pour cela, le contrôle, c'est la vérification de la conformité de l'action par rapport aux textes préalables qui ont été posés. Un autre aspect qui va être développé bientôt à l'ASE-LC, c'est l'aspect investigation pour voir les niches de corruption qui peuvent exister. Aujourd'hui, l'ASE vous dit, nous sommes arrivés chez vous, nous avons contrôlé, telle défense n'est pas conforme à ce qui est prévu, et donc nous considérons que ces défenses-là sont des défenses irrégulières, et si vous n'avez pas agi régulièrement, cela, vous êtes responsable et vous devez rendre cet argent à la puissance publique. Mais nous ne disons pas vous êtes un voleur ou vous avez détourné. Ça, c'est le juge qui peut le dire. Le juge qui peut le dire en disant, après une procédure judiciaire, et qui vous condamne parce que vous avez détourné, parce que vous avez fait telle chose. De la pertinence de votre rapport, on en parle parce que vous ne citez pas de nom, vous envoyez des notifications aux gens et c'est le juge seul qui peut décider effectivement de la véracité de ce que vous avancez en termes de détournement. Si le juge après, il dédie ce que vous avez dit dans le rapport, finalement, ça vous rend peut-être fragile aux yeux de ceux-là que vous avez voulu. Le juge ne peut pas dédire ce que nous avons dit dans le rapport, puisque dans le rapport, nous rapportons des faits. À un moment donné, nous avons été dans votre service, voilà ce que nous avons constaté, et nous vous l'avons soumis. Et vous-même, pendant 1 mois, voilà les observations que nous avez données. Et ces observations-là ne remettent pas en cause les constats que nous avons. Maintenant, le juge, sur la base de ces faits, va maintenant qualifier ces faits-là sur le plan juridique.
Oui, pendant longtemps, on en a parlé parce que vous n'avez pas cette marge de manœuvre pour poursuivre les gens qui sont nommément cités dans vos rapports. Ça vous donne une marge de manœuvre très étroite. Non, Quand on mais sait que oui, maintenant, à partir de la nouvelle loi qui a été adoptée et qui a été validée par le Conseil constitutionnel, la section enquête et investigation de l'ASE aura le statut d'officier de police judiciaire. ça veut dire quoi? Est-ce que vous pourrez interpeller des gens ou Bien bien sûr, faciliter l'interpellation de nous certaines personnes? pourrons interpeller les gens, même les garder à vue. Ah bon, donc ça veut dire que les gens doivent commencer à avoir peur parce qu'on sait Pourquoi? que, puisqu'on dit que Luc Marius Sevruga c'est quelqu'un qui a les Non, mains non, propres, non, donc non, du non, non. coup, Ce sont des procédures pour faire éclater la vérité. Parce que la loi 04 2015 CNT donne au rapport de l'ASE comme des rapports d'enquête préliminaire. Et donc, ce faisant, c'est comme quand la gendarmerie fait son rapport et remet au juge, il lui donne des éléments qui lui permettent d'aller plus vite. Or, aujourd'hui, les juges se plaignent en disant les rapports de la SE, ce sont des rapports administratifs. oui, mais c'est le cas. Oui, Ils ont raison de se plaindre parce que vos documents, finalement, ce n'est que de la littérature. Souvent, c'est non, ce l'impression n'est qu'on pas de a. la littérature. Parce que c'est comme si vous amenez des faits à un juge. Quand aussi vous allez devant le juge, vous dites que vous voulez divorcer. Qu'est-ce que vous allez lui apporter? Vous allez lui apporter des faits. Et c'est lui qui va analyser ces faits, les qualifier et prendre sa décision. Donc, on lui apporte des faits. Mais, dorénavant, nous allons lui apporter des faits mâchés parce que nous n'avions pas le pouvoir de mâcher ces faits. Et avec des personnes qui sont à l'origine de ces faits aussi. C'est ça, vous allez apporter même les personnes devant le juge. Mais bien sûr. Alors, est-ce qu'on va vous détacher éventuellement une unité de police ou de gendarmerie? Parce que vous dites que vous auriez la possibilité désormais avec le temps d'interpeller des gens. Oui, puisque normalement, dans le nouvel organigramme de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, vous aurez un département contrôle et audit, vous aurez un département enquête et investigation, vous aurez un département gestion des déclarations d'intérêt et de patrimoine, vous aurez un département suivi des affaires en justice et le département enquête et investigation aura des contrôleurs d'État et des enquêteurs. Et ces enquêteurs, ce seront des policiers, des gendarmes, des personnes assermentées pour faire le même travail que font les gendarmes et les policiers en Alors, matière judiciaire. tout ça, c'est beau à voir et on attend de voir la concrétisation sur le terrain parce que souvent, si ce sont les textes, on en a tellement dans ce pays que l'application pose nettement problème. Et quand on remonte encore une fois de plus dans votre rapport, vous dites également l'absence de pratiques institutionnelles. Notre administration est férue des textes, mais les pratiques sont en dehors des textes. Oui. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez voulu avancer en disant cela? Donc la pratique institutionnelle, c'est le respect sacro-saint des textes, c'est-à-dire la question de la prévisibilité dans l'administration. L'administration n'agit pas au hasard, on n'improvise pas dans l'administration. Il y a toujours un processus qui est prévu pour poser des actes. Or, nous avons les procédures qui existent, nous avons les textes qui nous disent comment faire, mais les gens contournent ces textes. Ces gens dont on parle n'ont pas fini. On sait que très souvent, c'est le responsable chargé des passations des marchés, c'est le responsable financier. Apparemment, c'est une minorité de personnes dans Non, l'administration publique. non, non, ce n'est pas une minorité, parce que la question, ce n'est même pas la question financière d'abord, c'est la question même de respecter les textes dans l'octroi, dans la délivrance d'un document. Vous voulez parler, par exemple, du paiement d'une quelconque somme d'argent contre une quittance, par exemple. Oui. Ça, ce sont les éléments mineurs. Parce que le texte dit, voilà les documents, les pièces que vous devez avoir pour qu'on vous délivre votre pièce d'identité. Amener des photos, votre acte de naissance, etc. 200 francs de timbre, vous déposez, et puis on vous délivre votre pièce d'identité. Alors, vous avez également, oui. Mais ces pièces-là, ces éléments qui existent, au bout d'un instant, on les contourne. Ce n'est plus vous qui venez déposer le dossier. Il y a d'autres personnes qui deviennent des intermédiaires pour accélérer la procédure. Et en passant, il y a de l'argent que vous donnez. Là, c'est aussi un contournement des textes. Vous voulez parler de la chaîne de corruption parce que même Mais au bien niveau sûr, du bas de que ce l'échelle, soit la petite ou la grande corruption, c'est parce qu'il y a une absence de pratique institutionnelle. Si on respecte les textes,
en ce moment, il n'y aurait pas de corruption. Mais quand on ne respecte pas les textes, ou qu'on fait dire aux textes ce que les textes ne disent pas, c'est ça qui conduit à des niches de corruption. Alors, ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, vous avez clairement dit que l'État a créé plusieurs fonds, mais ceci fonctionne selon les critères qui sont vagues et imprécis. Et un peu plus loin, vous dites que ce qui donne lieu au favoritisme, au clientélisme et à la corruption. Oui. Alors, finalement, ça veut dire que l'État lui-même est responsable de cette situation. Oui, c'est-à-dire que les critères, on a créé des fonds, et les critères pour octroyer les crédits aux populations ne sont pas très clairs. Ce qui fait que, quand on est allé, on a constaté qu'il y a une déperdition très grande par rapport au recouvrement des créances. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne remplissaient pas les conditions, qui ont eu les crédits, pendant que d'autres remplissaient les conditions, mais on le leur a refusé. Donc c'est la corruption tout simplement Bien qui sûr, a puisqu'on n'a été pas à l'origine. respecté le fait que les textes soient flous et laissent une marge d'appréciation très grande à celui qui octroie le crédit, mais ça vous donne... Il nous est même revenu qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont pris de l'argent du contribuable burkinabé, de par l'État, et qui sont partis à l'étranger avec. Mais bien sûr. Mais le fait est là que si vous accédez à ces fonds-là sans qu'on ait pris le soin d'avoir un certain nombre de garanties, je ne dis pas de garanties financières, pour savoir que votre projet, le projet, il est intéressant, il peut... Non, mais parce que vous connaissez celui qui est au crédit et vous donne le crédit, mais vous êtes certain que c'est ce qui a tué la BND. Ce qui a tué la BND n'est pas encore parti. Il y a encore des restes dans nos systèmes. Donc ça veut dire que ce n'est même pas opportun qu'on continue de créer indéfiniment des fonds si ces fonds ne sont pas bien régulés dans la distribution. Ah ben bien sûr. Mais on sait que le nouveau pouvoir va encore en créer sans doute parce Mais oui, oui. Je pense que quand on a donné ces éléments, ça veut dire que le nouveau pouvoir doit tenir compte de la situation de dénonciation que le rapport fait pour mettre en place un certain nombre de critères qui permettent d'objectiver, c'est ça, objectiver les crédits affectés aux différents demandeurs. Alors est-ce qu'il faut faire aujourd'hui les états généraux de tous ces fonds qui ont été créés à la Non, Sauvette? je ne pense pas, parce que les états généraux, c'est toujours souvent... des grandes messes qui... Non, on a aujourd'hui, à travers les différents audits qui ont été faits, on a les critiques, on a le rapport de la Commission de réconciliation nationale et des réformes, on a là les éléments, si on veut véritablement construire un certain nombre de structures. Ça dépend de ce que l'on veut. Si on veut amener le plus de jeunes à se lancer dans l'auto-emploi, ben, ça suppose qu'il y a un certain nombre de garanties qu'on ne va pas leur demander parce qu'on sait qu'ils ne vont pas l'avoir, mais il y a un certain nombre de critères qu'on doit poser pour voir, mesurer l'engagement du jeune homme à vouloir véritablement réaliser son projet. Et si c'est un projet qui n'aboutit pas finalement et puis l'argent a été réaffecté à d'autres fins, vous allez parler encore une fois de plus de détournement à votre niveau? Non, mais lui, c'est le recouvrement maintenant. À ce niveau, si le fonds recouvre l'argent, parce qu'il y a un certain nombre de garanties qui auront été données, mais il y a aussi que si la personne veut réaliser quelque chose, mais comme le fonds, un certain nombre de microfinances au niveau local, on commence par des fonds assez minimes. Dans ce cas, si on perd l'argent, on n'aura pas perdu grand-chose. Et puis, en montrant la volonté de la personne de réaliser le projet, on augmente progressivement la cagnotte pour lui permettre de grandir et ainsi de suite. Est-ce que le partenariat public-privé ne serait pas peut-être l'alternative définitivement dans cette affaire? Non, le partenariat public-privé ne peut marcher que dans des domaines qui sont très porteurs. Et ça va même vous limiter dans vos actions parce qu'en ce moment, le contrôle va être un peu Non, limité. à partir de la nouvelle loi, l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption intervient aussi dans le secteur privé. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et je parle d'un autre aspect de votre rapport. Vous avez dit que les marchés publics deviennent des lieux où les textes ne sont pas respectés, l'exécution physique est mal faite et l'exécution financière laisse à désirer. Oui, parce que quand vous regardez les marchés publics, c'est le domaine dans lequel on a les textes les plus développés. Que ce soit les textes de l'UEMOA, que ce soit les textes qui sont prévus dans le cadre du FMI ou de la Banque mondiale, etc. Donc il y a un encadrement. Mais un encadrement qui conduit à un certain nombre de lourdeurs et
quand vous avez des lourdeurs, vous avez des critères qui ne sont pas bien clairs, vous arrivez à de la corruption. Vous prenez un marché ouvert, pour pouvoir boucler le marché, l'attribution et que la personne commence, il faut compter 7 à 8 mois. Alors, pendant les 7 à 8 mois, s'il s'agit de résoudre un problème urgent de demande sociale, qu'est-ce que vous faites? Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Ça pose aussi des problèmes par rapport à la naissance d'un capitalisme national. On dit un marché ouvert, il y a des gens qui prennent le marché, ils vont chez eux, ils le réalisent, et puis ils ramènent le produit. Ça ne crée aucun emploi au Burkina Faso, rien. Et c'est dangereux pour l'économie nationale. C'est dangereux pour l'économie nationale. Ça veut dire que nous devons relire les textes de ces marchés-là, les simplifier, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de complications, parce que nous avons besoin de nous développer, parce que dans un système où on dit il faut faire le marché ouvert parce que ça évite la corruption, non, ce n'est pas ça qui évite la corruption, au contraire, dans ces marchés ouverts, on le fait, mais comme on l'a dit, et dans l'exécution physique et dans l'exécution de ces marchés-là, il y a toujours des questions de corruption. Et parlons maintenant des avenants dans ces marchés publics-là. Est-ce que vous avez un mécanisme de contrôle de ces avenants? Parce qu'on a vu que de par le passé, il y a des avenants même qui ont failli dépasser le marché initial. Mais c'est ça on dit, il y a les règles sont là, qui posent un certain niveau que l'avenant ne peut pas atteindre. Mais quand vous arrivez, comme vous dites, dans la construction de certains ponts, où les avenants même dépassent le marché lui-même, ça ne va pas. Ça veut dire que, véritablement, la personne n'a pas la capacité de le faire. Or, cela vient de quoi? Cela vient du fait que l'on pose le principe du moins 10 ans. On dit c'est le moins 10 ans. Et ceux qui gèrent les marchés s'entendent avec des gens pour leur dire moins 10 ans, en sachant qu'ils ne pourront pas le réaliser et qu'on sera obligé de faire un avenant. Donc l'État est complice. Ben bien sûr, il y a des, comment on dit, des collusions vers une corruption. Mais est-ce que cet état de fait n'est pas le symbole peut-être de cette appartenance politique de certains entrepreneurs avec notamment ceux qui sont aux affaires? Mais c'est pour cela que nous disons que il faut que nous arrivions à faire en sorte que le mécénat politique soit pour l'intérêt général et non pas pour un candidat. C'est-à-dire que, normalement, l'État devrait faire en sorte que tous ceux qui veulent aider des candidats ou des partis politiques versent l'argent dans une cagnotte, à charge pour l'État de redistribuer cet argent. Donc on ne doit pas choisir tel ou tel candidat pour l'aider. Donc vous êtes contre le fait qu'on choisisse un candidat. Je peux dire, moi je vais aider Luc Marius Ibriga, je lui donne de l'argent, vous ne voulez pas ça. Je suis contre parce que ça crée une situation dans laquelle je suis redevable. Or, je vais accéder à un lieu de pouvoir et à un lieu où je peux donner des avantages ou des privilèges. Et ça, c'est dangereux. Celui qui m'a donné de l'argent pour que je devienne président ou député, il s'attend à ce que je lui renvoie l'ascenseur. Même ceux qui disent que non, ils ne s'attendent pas à ça, c'est faux. Ils s'attendent à ce que je lui renvoie. Donc il n'y a pas d'acte désintéressé avec le politique? Avec le politique, non. Parce qu'il faut écarter l'argent du politique. Sinon, on tombe, et c'est ce que nous vivions à un moment donné, on tombe dans la plutocratie. Puisque ceux qui vont avoir le marché, on crée des situations de monopole parce que ce sont des gens qui se disent, bon, on a soutenu, donc on doit nous donner en retour des marchés pour qu'on se rembourse de l'argent qu'on a donné. Or, de ce point de vue, il faut que l'État trouve un système, et pour moi, je dis, il faut une cagnotte publique. Celui qui va donner dedans, l'État va dire, si vous donnez tant de francs, moi je peux vous donner des dégrèvements fiscaux de tel montant. En ce moment, c'est clair, vous avez servi la République en permettant à l'État de faire fonctionner. Monsieur Ibriga, vous demandez des choses alors que dans d'autres démocraties, ça se fait sans problème. Aux États-Unis, on voit des candidats à la présidentielle qui réunissent des actionnaires, des hommes d'affaires pour financer leur campagne. Pourquoi vous voulez faire l'exception dans un pays comme le Burkina? Non, parce que ce n'est pas la même chose. Mais peut-être qu'on tend vers ce système-là aussi. C'est pas la même chose parce que le système américain est fondé sur le partage des dépouilles.
C'est-à-dire que quand on vient avec son équipe, et c'est son équipe qui est au pouvoir et qui va avoir peut-être les marchés. Ça, c'est connu, même du point de vue de la distribution des postes et tout. Ça, c'est une tradition au niveau des États-Unis. Ne sommes-nous pas en train de tendre vers cette tradition? Non, parce que le problème, c'est que l'État, la force de l'État aux États-Unis et la force de l'État au Burkina Faso, ce n'est pas la même chose. Aux États-Unis, si on veut être riche et avoir de l'argent, ce n'est pas en étant dans l'État, c'est en étant à l'extérieur. Alors qu'au Burkina Faso, ce sont ceux-là qui sont dans l'État qui sont à même de devenir riches parce que l'État est le lieu où les gros marchés peuvent être donnés. Est-ce que c'est la même dynamique aussi que les marchés de gré à gré? C'est pour récompenser éventuellement des gens? Les marchés de gré à gré n'ont pas par nature un effet corrupteur. Parce que les marchés de gré à gré sont des marchés dans lesquels il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent. On ne se lève pas pour faire un marché de gré à gré comme on veut. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut toujours vérifier si la passation du marché de gré à gré a respecté les règles en question. Sinon, quand vous prenez par exemple une situation d'urgence où vous devez résoudre un problème au niveau de l'État, vous ne pouvez pas passer 7 mois pour résoudre le problème. On a vu que sous la transition, il y a même un mot qui a été lancé, appel d'offres accéléré. Oui. Mais ça a surpris plus d'un Burkinabé. On dit, mais qu'est-ce qui était si urgent existe pour un gouvernement qui était en fin de mission? Qu'est-ce qui était si Non. urgent pour aller dans des appels d'offres accélérés? Non, ce que je veux dire, c'est que quand vous prenez au niveau de la transition, vous ne pouvez pas dire que le gouvernement de la transition était un gouvernement normal comme les autres. C'est un gouvernement qui avait un délai, 1 an. Donc un gouvernement qui ne doit pas passer des marchés, parce qu'un an, il n'a pas passé des marchés. Oui, mais c'était presque à la fin de leur mandat. Pendant ce temps, si vous dites que le gouvernement ne devait pas passer des marchés, ça veut dire que la demande sociale qui était exprimée, toutes les marches et autres qui disaient que la transition n'était pas là seulement pour faire des élections, mais aussi pour résoudre la demande sociale, il fallait croiser les bras et attendre en disant que bon, les marchés, on va les passer. Ben, ça, c'était faire le lit de putschistes. Oui, mais ce qui a irrité l'opinion, ce sont les derniers marchés qui ont été passés du reste. Mais les derniers marchés, ce que l'on doit regarder, et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, ce qu'on doit regarder, c'est de voir est-ce que les procédures ont été respectées. Si les procédures n'ont pas été respectées, les marchés sont annulés. Un point, c'est tout. Ah, vous allez résilier tous les contrats? Est-ce que c'est possible quand on sait que des gens ont peut-être commencé à travailler déjà? Mais non, mais ça, il y a des procédures. Est-ce que l'entrepreneur qui a obtenu le marché doit aujourd'hui subir la faute de l'État? Si l'État n'a pas été capable... Non, mais le problème, c'est que si le marché n'a pas respecté les règles, le marché, il est frappé de nullité dès l'origine. Il est censé être inexistant. Et donc, en ce moment, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi le gouvernement actuel a suspendu? C'est pour voir clair. Et s'il voit qu'il y a eu des collusions ou des situations dans lesquelles la personne ne remplissait pas les conditions pour avoir le marché, mais la personne n'aura pas le marché. Alors, on sait que vous avez beaucoup de travail à votre niveau actuellement parce que vous êtes en train de faire l'audit de la transition. Est-ce que ça se passe bien? Vous avez commencé à démanteler des fautes graves de gestion sous la transition? Mais non, mais je ne peux pas vous dire sur votre plateau ici. Ah ben pourquoi? On sait que vous êtes un homme de transparence. Allez-y, parlez à l'opinion qui veut comprendre. Le contenu du rapport, alors qu'il n'a pas encore atteint le stade du rapport. Mais est-ce qu'il y a des signes inquiétants tout de même? Non, aujourd'hui, nous sommes partis de front, puisqu'il y a un comité préparatoire qui a mis en place toute la structure de contrôle. Tous les contrôleurs, près d'une centaine de personnes, ont été formés à l'application de ces points de contrôle. Et tout le monde est parti en même temps, tous les ministères, le premier ministère, la présidence du FASO, tout le monde est parti le même jour et a commencé le travail. On est un peu inquiet de l'avenir de votre travail quand on sait qu'au niveau, par exemple, de Renaud Bagoro, il y a 2 ministres de la transition qui ont été reconduits. Finalement, comment vous allez faire l'audit à ce niveau-là? S'il y a des fautes de gestion, ils auraient dû rester sur le carreau, qu'on finisse de faire l'audit avant qu'ils ne soient reconduits. S'ils ont des comptes à rendre, le Premier ministre prendra ses responsabilités. Donc vous n'allez protéger aucune personne? Ben non, aucune personne. La preuve, c'est que ce n'est pas simplement les contrôleurs d'État de l'autorité supérieure de contrôle d'État qui font
cette investigation, nous avons fait appel à l'inspection générale du Trésor, à la direction des marchés publics, à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale des impôts. Donc ce sont des équipes mixtes qui font ce travail-là. Et donc vous n'avez pas la possibilité de cacher quoi que ce soit, puisque il ne peut pas avoir comme une sorte d'omerta de maison où on décide de masquer telle ou telle chose. Non. Nous allons dire ce que nous avons vu et nous allons donner aux personnes en question le temps de nous dire si ce que nous avons vu c'est fondé ou ce n'est pas fondé. Et à la fin, nous allons rendre notre rapport. Est-ce que depuis longtemps, vous avez reçu les déclarations des biens des anciens membres du gouvernement? Parce que quand ils ont pris fonction, ils ont déclaré leurs biens. Après leur départ, ils auraient dû déclarer également leurs biens. Oui, mais si je prends les ministres de la transition, leur sort était régi par la charte de la transition. La charte de la transition dit que c'est le Conseil constitutionnel en rapport avec la Cour des comptes. Donc, normalement, le Conseil constitutionnel n'est pas obligé de nous envoyer les... Mais vous pouvez aussi demander, non, à votre niveau, Non, parce que vous êtes non, quand même un organe de contrôle. Non, non, il y a une procédure qui existe. On doit vous faire ampliation tout de même des documents. Non, il y a une procédure qui existe qui fait qu'à un moment donné, l'autorité supérieure de contrôle d'État n'était pas partie prenante dans le processus de déclaration des biens. Même du temps où cette déclaration n'était pas publique. Parce que certaines des déclarations qui n'étaient pas publiques. Donc, aujourd'hui, nous nous fondons sur la loi 04-2015 CNT, qui dit que à partir de ce moment, c'est nous qui avons en charge de faire publier les déclarations. Ça veut dire que pour les nouveaux ministres qui vont entrer en fonction, pour le président du FASO... On a vu que pour le président et les ministres, où vous en êtes avec leur déclaration de biens? Non, pour le président... C'est sorti dans la presse. Oui, le Conseil constitutionnel nous l'a envoyé et nous avons immédiatement envoyé la déclaration au secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres pour être publiée. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu la déclaration des nouveaux ministres entrés en fonction. Y a-t-il de quoi s'inquiéter? Non, ils ont un mois. Mais un mois, c'est déjà passé. Qu'est-ce qu'ils font pour ne pas amener les nouveaux ministres? Oui, mais depuis un bout de temps, ils sont aux affaires. On a nommé le Premier ministre. Le Premier ministre a mis quelques temps avant de faire son gouvernement. Donc, il ne faut pas rogner leur temps. Le Premier ministre, lui, oui, ça fait au moins un mois qu'il a été nommé. Mais jusqu'à présent, il n'a pas non plus déclaré ses biens. Non, mais il faut que vous alliez demander d'abord au Conseil constitutionnel. Vous aussi, vous auriez dû demander au Conseil constitutionnel de vous donner le document. Nous ne pouvons pas demander au Conseil constitutionnel parce que demander au Conseil constitutionnel, c'est comme si nous voulions faire la leçon au Conseil constitutionnel. Nous savons que le Conseil constitutionnel va nous l'envoyer. Maintenant, vous, journalistes, vous pouvez savoir pourquoi ce n'est pas encore fait, mais vous pouvez vous adresser à qui de droit, à qui on remet en premier. Donc, les journalistes feront leur travail à ce niveau. Alors, il y a également le CNT. On a vu des travailleurs du CNT qui ont marché pour réclamer un audit. Vous êtes là-bas actuellement en train de faire l'audit? Non, nous ne pouvons pas auditer le CNT parce que... Voilà, justement, on en parle parce que pour beaucoup d'observateurs, d'experts sur les questions démocratiques, c'est une négation même de la démocratie burkinabé. Le fait de ne pas pouvoir auditer l'Assemblée nationale comme toutes les institutions de la République. Parce qu'il y a des structures, nous ne pouvons pas auditer la représentation nationale parce que la SE est un corps rattaché à l'exécutif. Vous voulez parler de séparation des pouvoirs? Oui, jusqu'à présent. Mais qui contrôle finalement l'Assemblée? Parce qu'à cette allure, le président de l'Assemblée nationale peut faire tout ce qu'il veut. L'Assemblée nationale bénéficie. Il y a un contrôle externe qui est effectué par la Cour des comptes. Puisque c'est la Cour des comptes qui vérifie les comptes même. Mais sur demande du président de l'Assemblée nationale. Oui, mais cette demande du président de l'Assemblée nationale est presque obligatoire parce que quand vous avez les lois de finances rectificatives ou des choses comme ça, quand la Cour des comptes sort son rapport pour montrer la mauvaise utilisation de l'argent public et autres, ça interpelle le pouvoir législatif. Mais nous ne pouvons pas, en tant que pouvoir exécutif, c'est comme si vous vouliez que le gouvernement aille fourrer son nez dans l'élaboration